Mais écoutez, vraiment je remercie les amis du musée de Cluny et tout particulièrement Martine Tried-Mazloum, la présidente qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, et Hélène Font, évidemment, sa secrétaire générale, de m'avoir invitée à cette carte blanche. Et je remercie également la Tour Jean sans Peur de nous accueillir tous ce soir. Alors le principe de la carte blanche, c'est qu'on vous parle de ce qui nous est cher, et pour moi, vous l'avez bien compris, ce sera ce soir l'Île-de-France au Moyen-Âge. Et donc là sur la diapo de titre, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais au premier temps, avec le petit t-shirt blanc, c'est moi qui suis en train d'essayer d'affronter les herbes folles pour faire le tour de ce qui était la résidence champêtre de Gilles Mallet, le garde de la librairie royale au temps de Charles V et de Charles VI. La librairie royale, vous savez, c'est l'ancêtre de la BNF. Et il se trouve que donc Gilles Mallet avait un territoire, un manoir à Lieusaint, près du Carré Sénart, pour ceux qui connaissent un peu le coin, et que donc là vous me voyez en train d'en faire l'inventaire. Et dans mon dos, le photographe. Donc ça c'est pour le travail, mais je vous disais aussi une passion que je fais malheureusement pour eux, partager à l'ensemble de ma famille, et notamment à mes pauvres enfants que j'ai martyrisés pendant des années en les emmenant sur le terrain eux aussi pendant le week-end. Là vous voyez mon petit dernier Michael, il y a une dizaine d'années de ça, en train de courir dans les ruines de l'abbaye de Damary-les-Lys. Bon, je vous rassure, maintenant il est grand et il ne vient plus, et curieusement d'ailleurs, aucun de mes 3 enfants ne s'est orienté vers des études d'histoire de l'art médiéval. Et enfin, 3e volet, une passion, je vous disais, mais oui, parce que j'ai quand même consacré plusieurs années aussi à écrire une thèse de doctorat sur l'image de Paris et de l'Île-de-France au Moyen-Âge, que j'ai soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction du professeur Olivier Mattéoli. Donc l'Île-de-France m'occupe depuis un certain nombre d'années, et vous pourriez penser que j'en ai maintenant connu tous les secrets, mais non, il en reste encore toujours à découvrir, elle conserve encore des mystères, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, l'île mystérieuse. Alors bien sûr, ce n'est pas un territoire perdu au milieu des flots et jamais cartographié jusqu'à ce que d'aventureux voyageurs y atterrissent, contraints et forcés à la fin d'un voyage en ballon mouvementé. Cette île dont je vais vous parler ce soir, vous la connaissez tous bien, et je ne vais pas vous faire croire qu'un sous-marin est caché dans les profondeurs d'un volcan que vous auriez sans doute bien du mal à trouver quelque part dans le sous-sol de l'Île-de-France. Mais malgré tout, c'est un domaine qui reste à certains égards mystérieux, l'Île-de-France, et à commencer déjà par son nom, dont vous vous êtes certainement déjà demandé d'où il pouvait bien provenir. Et donc c'est par là que je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que l'Île-de-France s'appelle ainsi. Et pour vous le présenter, je vais m'appuyer sur des cartes, notamment des cartes anciennes. C'est François de Coustin qui m'avait demandé est-ce qu'il y aura des cartes à cette carte blanche? Eh bien oui, il va y en avoir. J'espère que tous vous aimez les cartes, parce que la première partie, ça va être beaucoup de cartographie. Et vous allez voir que si l'île de Jules Verne n'était pas répertoriée sur les cartes, eh bien, il a fallu quelque temps pour que notre Île-de-France y figure, au moins dans le sens que nous donnons actuellement à ce mot. Et le deuxième mystère de cette région décidément étonnante, c'est l'impression qu'elle donne souvent d'être très différente du reste de la France, et pour tout vous dire, d'être assez peu médiévale. Voici par exemple quelles sont les images phares qu'on peut trouver concernant l'Île-de-France dans un chapitre de manuel d'histoire-géographie de 3e. Vous avez d'un côté la Défense, ça c'est l'Île-de-France riche et puissante, et puis sur la page d'après, vous avez l'Île-de-France qui pose un petit peu plus de problèmes, les Tarterets à Corbeil-Essonnes. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière au service de l'inventaire, d'abord en Picardie. Entre autres, j'ai pu travailler sur la cathédrale de Beauvais. Puis quand j'ai été nommée en 2001 en Île-de-France, je me suis dit, bon, ben voilà, fini le patrimoine médiéval, fini la campagne, fini les grandes cathédrales, il est temps maintenant de passer aux grands ensembles. Je me demandais un peu ce que ça allait donner. Eh bien, je peux vous dire en effet, ce fut terrible. Voici quelques photos, le manoir de la forteresse à Toury-Ferrotte, l'église Saint-Élive de Rampillon, le manoir de Villepec à Lieusaint dont je vous parlais il y a un instant, le manoir de Villemartin à Morigny-Champigny, la ferme de Château-Perce à Roinville,
la cathédrale de Meaux, où justement, d'ailleurs, ça a été l'occasion de rencontrer les amis de Cluny au cours d'une visite de la cathédrale de Meaux. Donc vous voyez, finalement, même si on n'y pense pas forcément, il y a du Moyen-Âge en Île-de-France. Et donc cette carte blanche va être l'occasion pour moi de vous le démontrer, enfin vous n'en doutez pas, puisque vous avez déjà, par vous-même et puis justement par les visites organisées par les amis, eu l'occasion d'en découvrir de nombreux monuments. Et vous verrez que cette région, certes, se démarque aujourd'hui par son dynamisme économique, démographique, son patrimoine contemporain, bien sûr, mais elle n'en est pas moins riche d'une très intéressante histoire. Vous connaissez le petit logo de la région Île-de-France, peut-être demain s'invente ici, avec le petit point rouge. Eh bien, je vais vous montrer que c'était déjà le cas au XIIe siècle. Alors déjà, première question, premier mystère. Pourquoi l'Île-de-France s'appelle-t-elle l'Île-de-France? Qu'est-ce que c'est que cette île en France? Eh bien, l'Île-de-France est un mot qui est apparu assez tardivement. On en trouve mention seulement à partir du XVe siècle. Vous en avez là, par exemple, une mention relativement précoce en 1430. Et à l'origine, quand on pointe précisément les différentes occurrences du mot, ce que je me suis amusée à faire pour ma thèse, on s'aperçoit que en fait, cette Île-de-France, ce n'est pas la région parisienne comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est plutôt un territoire plus restreint qui est compris entre la Marne, la Seine et l'Oise. Voilà par exemple une carte des différentes localités qui sont dites en France par les textes littéraires, enfin surtout les chroniques en fait du XVe siècle. Et vous voyez donc que voilà, ce sont des lieux qui sont entre ces trois cours d'eau. C'est encore un sens qui est celui des géographes du XVIe siècle. C'est ce qu'on voit par exemple en lisant la Guide des chemins de France de Charles Estienne, qui a été publié en 1552, qui est une description en fait de l'ensemble de la France. Et c'est exactement cette description de l'Île-de-France. C'est tout ce qui est contenu entre les révolutions et sinuosités de la rivière de Seine, vers la Normandie d'un côté et la Picardie de l'autre. Et de l'autre côté, c'est bordé par la Marne. Donc vous avez un territoire qui est compris entre trois cours d'eau. Et ça vous explique mieux pourquoi on l'appelle une île. En fait, c'est plus précisément une presqu'île, mais il faut savoir que ce terme d'île, en moyen français, peut aussi prendre le sens de presqu'île. Il est usité, par exemple, en ce sens pour le comtat venessin. Et donc, cette Île-de-France, c'est le territoire, finalement, au nord de Paris, que nous appelons encore aujourd'hui la Plaine de France ou le Pays de France. Et on voit ça très bien, en particulier dans l'une des toutes premières cartes qui a été dressée de l'Île-de-France, c'est celle de François de la Guillotière qui est parue en 1598 dans le Theatrum d'Ortelius, le Theatrum Orbis Terrarum, très exactement d'Ortelius. C'est en fait la première carte qui soit un petit peu précise de l'Île-de-France. On en a une autre avant, en 1590, Jean Leclerc, mais celle-ci est vraiment celle qui inaugure la série des grandes cartes de l'Île-de-France, dont je vais vous en montrer quelques autres. Donc une série très abondante au XVIIe, XVIIIe siècle. Et vous voyez que sur cette carte de 1598, eh bien, en fait, on est toujours dans ce territoire qui est compris entre donc, la Marne, la Seine, vous n'avez pas mis ici, et puis l'Oise qui remonte là-haut. Et il faut donc attendre le XVIIe et le XVIIIe siècle pour voir une extension de ce sens, en tout cas dans la cartographie. On a notamment, on le voit très bien dans les cartes du gouvernement d'Île-de-France. Le gouvernement, c'est une circonscription militaire qui a été mise en place pour l'Île-de-France au XVe siècle, mais à cette époque-là, elle a encore des contours très variables. Il faut attendre le XVIe siècle pour qu'elle commence à se fixer. Et à partir du XVIIe, on commence vraiment à appeler ce gouvernement d'Île-de-France tout court, alors qu'auparavant c'est le gouvernement de l'Île-de-France, et puis après suivent tout un tas de noms de pays, de bailliages, de régions diverses, le Valois, le bailliage de Melun, enfin tout un conglomérat en fait, alors que donc à partir du XVIIe siècle, vous avez vraiment le gouvernement d'Île-de-France tout court. Et donc vous en avez des cartes qui ont été dressées, notamment celle-ci par Gilles Robert de Vaugondy en 1754. C'est la plus précise d'entre toutes, et c'est notamment sur celle-ci que s'est appuyé Auguste Longnon, grand
grand érudit, père de la géographie historique, qui a travaillé justement sur les limites de l'Île-de-France au cours de l'histoire. Vous en avez là une adaptation un petit peu plus simple à lire, en fait. Vous voyez que ce gouvernement d'Île-de-France, c'est pas la région Île-de-France telle que nous la connaissons aujourd'hui, hein, ça remonte beaucoup plus au nord. Vous avez Noyon, vous avez Lens, Soissons qui sont dedans, Beauvais, et en revanche, vous n'avez pas ce qui est aujourd'hui en Île-de-France, c'est-à-dire ici Meaux et la Champagne. Et donc c'est cette circonscription, ce gouvernement d'Île-de-France qui a donné en quelque sorte un petit peu son nom à notre région actuelle, sachant que en fait on a eu aussi une généralité d'Île-de-France qui est arrivée très tardivement, hein, juste à la veille de la Révolution en 1787, parce qu'avant ça s'appelle la généralité de Paris. C'est un peu elle, l'ancêtre de notre région Île-de-France, et donc elle a pris ce nom, je vous dis, tardivement, mais elle a des contours un petit peu voisins de ceux du gouvernement, mais pas exactement les mêmes. Enfin, toujours est-il que, si on en revient au Moyen-Âge, qui est quand même le sujet évidemment de ce soir, eh bien l'Île-de-France ne s'est quasiment jamais appelée l'Île-de-France au Moyen-Âge, à part, je vous disais, au XVe siècle. Et donc comment est-ce qu'on a appelé cette région à cette époque-là? Eh bien tout simplement la France. Je vais vous en montrer plusieurs exemples à travers des cartes médiévales et même des cartes du XVIe siècle, parce que vous allez voir que cet usage a perduré pendant fort longtemps. Donc ici, la première occurrence en fait de ce nom dans une carte qui a été levée vers 1200. Et donc je vous ai entouré Francia et vous voyez ce qui définit la France, c'est évidemment Paris sur sa petite île, et c'est entouré par la Flandre, la Normandie, l'Anjou. Voilà, donc d'autres régions avec en particulier une insistance sur toutes les provinces de l'Empire des États plantagenets, puisque c'est levé par un cartographe anglais. Ah, magnifique, non. Oh oui, une férule. Parfait. Alors, du coup, j'utilise la... et donc, vous voyez ici un autre exemple d'une carte un petit peu plus tardive du XIVe siècle. Pareil, alors je vous ai reporté pour que ce soit plus clair. Et donc, vous voyez les différentes régions qui apparaissent, et entre autres la France. Ici, une carte, là par contre, un petit peu plus facile à reconnaître, parce que c'est moi qui l'ai dessinée, mais donc vous reconnaissez les contours habituels de notre hexagone, mais vous avez bien la province de France. C'est fait d'après, cette fois-ci, un texte, et non pas une carte médiévale, une chronique universelle de Jean de Saint-Victor, au début du XIVe siècle, qui décrit l'ensemble du royaume de France, et notamment ses provinces vernaculaires. Et comme je vous disais, c'est un usage qui a perduré longtemps, notamment dans les cartes issues de Ptolémée. En voici un exemple. Donc là, c'était le détail, et maintenant vous avez la vue d'ensemble, toujours Francia, au sens d'Île-de-France, entre la Normandie, la Picardie, plus haut la Flandre. Et ça perdure encore dans l'édition pendant tout le XVIe siècle. Ici, une autre édition de Ptolémée parue en 1535. Et ici, la carte d'Oronce-Fine, ou Finet, comme on veut, parue en 1538, qui est la première grande carte de France, en fait. Et vous avez encore à nouveau la France-Île-de-France entre Normandie et Picardie. Et voici quelques autres exemples. La carte de France de Jolivet, là, on est en 1560, toujours pareil. Et même chez Mercator, encore, en 1585, vous avez encore, donc là je vous en donne le détail pour que ce soit plus lisible, vous avez encore donc notre France-Île-de-France qui figure entre la Picardie et la Beauce. Donc un usage très long d'appeler notre région parisienne France tout court, et c'est un usage qui évidemment vient du fait que sous les premiers Capétiens, la France, ça pouvait désigner le royaume, mais aussi le domaine royal stricto sensu. Je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus, je vais vous montrer les cartes. Et du coup, l'usage est resté d'appeler cette région France, d'autant que c'est quand même resté l'espace résidentiel privilégié du roi et de la cour pendant très longtemps. Une petite éclipse au XVe siècle, mais sinon, c'est vraiment là que se trouve la résidence coutumière du roi.
C'est aussi là, bien sûr, que se trouve Paris, la ville qui, à partir du règne de Philippe Auguste, devient petit à petit, s'impose petit à petit comme la capitale du royaume. Et enfin, on peut dire que cette région est ressentie un peu comme la quintessence de la France au sens large. C'est la douce France des chansons de geste, et puis c'est aussi l'endroit où on parle le mieux français au Moyen-Âge. On a plusieurs textes, parce que vous savez qu'évidemment, à cette époque-là, la langue vulgaire se décline en de multiples dialectes, et on a plusieurs textes où on nous dit que c'est le français de l'Île-de-France qui est le meilleur. On a par exemple Guernes de Pont-Sainte-Maxence dans sa vie de Thomas Becket vers 1975 qui nous dit « Mon langage est bon car je suis né en France ». On a aussi des grammaires, en particulier le Donné François de Johann Barton, qui est vers 1400 la plus ancienne grammaire française, enfin une des premières grammaires françaises connues. Et il nous dit qu'il va donner la droit langage de Paris et du pays l'alentour, laquelle langage en Angleterre on appelle douce français. Et d'ailleurs, John Barton dit qu'il a appris ce doux français dans les écoles de Paris. Et puis un autre exemple, puis après j'arrête sur ce point, mais un autre exemple qui est assez amusant, qui vous montre que justement, c'est en Île-de-France qu'on parle le mieux, c'est un des miracles de Saint-Louis, raconté par Guillaume de Chartres. C'est un bourguignon qui vient sur le tombeau de Saint-Louis, qui était donc à Saint-Denis, pour guérir parce qu'il était muet. Et là, miracle, il guérit. Et non seulement il peut parler, mais en plus, grâce à Saint-Louis, il peut parler en bon français, recte gallicana, et non pas dans sa lingua materna bourguignonne. Et donc, grâce à Saint-Louis, il s'est exprimé en français d'Île-de-France. Donc, l'Île-de-France est ressentie un petit peu comme une sorte de quintessence de la France au sens large. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est une conception qui devait perdurer et qui nous imprègne peut-être encore un petit peu aujourd'hui. On a un peu une vision parfois téléologique de l'histoire de France. En tout cas, c'était le cas évidemment au XIXe siècle. Et c'est ici une citation de Gilles Michelet que je cite souvent parce que je trouve qu'elle est extrêmement significative. Pour le centre du centre, Paris-l'Île-de-France, il n'est qu'une manière de les faire connaître, c'est de raconter l'histoire de la monarchie. On les caractériserait mal en citant quelques noms propres. Ils ont reçu, ils ont donné l'esprit national. Ils ne sont pas un pays, mais le résumé du pays. Ce qui est d'ailleurs un peu un problème, pour conclure sur cet aspect, sur la définition de l'identité francilienne. Parce que quand vous êtes non pas un pays, mais quand vous êtes le résumé du pays, qu'êtes-vous du coup en tant que région? Alors, j'en passe maintenant que j'ai un petit peu élucidé le premier mystère et clarifié un peu ce qu'était cette province d'Île-de-France, à ce que je vous avais promis en introduction, c'est-à-dire un petit voyage à la découverte de l'Île-de-France médiévale, puisque le musée de Cluny est actuellement en partie fermé, et même le sera encore un peu davantage dans quelques mois. Eh bien, je vous propose là maintenant une petite promenade hors les murs à la découverte de l'Île-de-France médiévale, et vous allez voir qu'il y a de nombreux échos aux collections du musée. J'aurais d'ailleurs même pu en mettre davantage. À vrai dire, c'était plutôt faute de temps que faute de matière que j'ai pas fait davantage de comparaisons, parce qu'il y a plein d'échos et de réponses. Et d'ailleurs, on a déjà eu plusieurs visites organisées par les amis dans la région parisienne. Certains d'entre vous, je pense, vont retrouver quelques souvenirs en voyant défiler ces différentes photos. À commencer par la première, puisque là j'ai choisi un ordre bêtement chronologique et donc on part du plus vieux pour aller vers le 15e, 16e siècle. Et bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, c'est la crypte de Jouarre que nous avons visitée ensemble avec les amis en 2016, en compagnie de Christian Sapin et de Pierre Gillon. Et d'ailleurs, on a appris que finalement la crypte de Jouarre était peut-être un petit peu moins ancienne que moi je ne l'avais appris dans mes manuels quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, puisqu'en définitive on ne sait pas très bien de quand ça date, peut-être carolingien, peut-être même un petit peu plus tardif, mais en tout cas avec quand même des éléments fort anciens remontant même à la fin de l'Antiquité. Bon, mais là je vais plutôt concentrer mon propos sur ce qui fait un petit peu la le cœur de l'Île-de-France médiévale, c'est évidemment l'art gothique, et vous avez tous encore dans les yeux cette magnifique exposition que nous avait concoctée l'an dernier Damien Vernet et Philippe Plagneux au musée de Cluny, une exposition qui commençait
par les chapiteaux commandés par Suger pour Saint-Denis vers 1125, qui était encore très fruste, hein, vous vous souvenez, c'était quelque chose d'assez grossier, et puis qui enchaînait sur la célèbre façade lancée par l'abbé vers 1135, dédicacée en 1140. Et donc, vous avez donc, évidemment la Reine de Saba et d'autres au musée de Cluny, mais pour aller voir vraiment l'édifice en situation, je vous invite à prendre, quand ce sera rétabli, quand les métros seront rétablis, la ligne 13, et donc aller se replonger un petit peu à Saint-Denis, c'est toujours extraordinaire à voir. Et en plus, vous savez qu'il y a un gros projet, donc la façade a été restaurée récemment, et elle brille de tous ses feux, et il y a un gros projet de reconstruction de la Flèche Nord dans le cadre d'un chantier école qui devrait s'ouvrir prochainement. Donc Saint-Denis, évidemment, particulièrement connu à la fois pour sa précocité et aussi à cause des écrits qu'a laissé l'abbé Suger, qui constitue une mine sans égale pour connaître à la fois les conditions de la commande et les motivations du commanditaire. Mais évidemment, cette réalisation hors pair s'inscrit dans un ensemble vraiment d'adoption d'un nouveau style qui se manifeste dans d'autres édifices, notamment Saint-Martin-des-Champs, Saint-Pierre-de-Montmartre ou Saint-Maur-des-Fossés. Et vous vous souvenez de ces deux extraordinaires statues qui proviennent justement du cloître de Saint-Maur, parce que malheureusement l'église a disparu. Donc, ces très belles statues, enfin très touchantes, qui étaient à l'exposition Naissance de la sculpture gothique. Alors là, vous allez m'excuser, c'est mal enregistré sur le PDF, je suis obligée d'aller un peu en avant. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer une autre œuvre des années 1140. Hein. Ça, c'est une datation proposée par Élise Bailleul, qui est la spécialiste des temples, de Notre-Dame des Temples. Et donc, ça, vous ne l'avez pas vu à l'exposition, tout simplement parce que ça, c'est plus difficile à transporter. Mais c'est également un de ces très beaux portails à statue-colonne qui sont caractéristiques des débuts de la sculpture gothique en Île-de-France et qui méritent tout à fait le voyage. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Excusez-moi, sur le PDF, c'était mieux rangé. Sur le PowerPoint. Et donc pour vous dire que on a tout un mouvement, hein, vous avez vu l'exposition, donc vous vous en souvenez, un mouvement d'innovation qui est aussi vivifié par les apports des sculpteurs de Chartres, hein, ça c'est très bien montré. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, sur le plan architectural, l'importance de la cathédrale de Sens, d'autant plus que pendant tout le Moyen-Âge, le diocèse de Paris est suffragant de l'archevêché de Sens. C'est qu'en 1622 qu'il y aura enfin un archevêque à Paris, mais pour l'instant, l'évêque à Paris, on n'a qu'un évêque et il dépend de l'archevêque de Sens. Et puis un autre domaine également très vivace au XIIe siècle, notamment en raison de la puissance économique qui est apportée par les foires de Champagne, eh bien c'est la ville de Provins, où on est allé récemment avec les amis, alors sous des trompes d'eau, mais ceci dit, on a quand même vu des belles choses. Par contre, ça on ne l'a pas vu, donc il faudra qu'on revienne, hein, ça c'est sûr, Provins c'est tellement riche. Le portail à statue-colonne de Saint-Ayoul de Provins, alors là on est en ville basse, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu pendant notre visite qui était surtout consacrée à la ville haute. Un très beau portail à statue-colonne, ici un autre non loin de Provins, à Saint-Loup-de-Naut, avec également des statues absolument extraordinaires. Dans un peu la même mouvance, toujours dans le domaine champenois, mais cette fois-ci nous sommes à Meaux, une tête qui provient de l'abbaye de Saint-Faron et qui représenterait, très curieusement, Ogier le Danois, compagnon de Charlemagne. Alors je ne m'appesantis pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est une histoire très curieuse qu'il faudra que je vous raconte un autre jour, ce tombeau d'Ogier qui était censé se trouver dans l'abbaye de Saint-Faron de Meaux, qui était orné qui se trouvait dans un amphieu, remployant sans doute en fait un ancien portail à statue-colonne du XIIe siècle. Alors dans la seconde moitié du XIIe siècle, l'art gothique connaît une véritable floraison dans toute l'île de France, avec des édifices comme Champeaux, que nous avons également visité, qui reprennent, on y est allé en 2018, qui reprennent des dispositions
typique de la première architecture gothique, c'est-à-dire que vous avez notamment une voûte sexpartite avec une alternance de support entre des piles faibles et des piles fortes. Et vous avez aussi, sur la photo ça ne se voit pas trop, mais en vrai on voit mieux, des anciennes roses qui ont été aujourd'hui bouchées, mais qui reprennent donc une élévation qu'on trouvait aussi à Notre-Dame de Paris dans son état premier au XIIe siècle, avant les reconstructions que les fenêtres hautes soient agrandies au XIIIe. Et c'est d'ailleurs un état qui a été partiellement restitué par Viollet-le-Duc, qui a remis des petites roses près de la croisée du transept. Et donc on a un certain nombre d'édifices qui reprennent cette disposition, alors peut-être sous l'influence de Paris, probablement oui sous l'influence de Paris. Donc je vous ai montré Champeaux, vous avez également la Collégiale de Mantes, qui est un autre très beau morceau de cette architecture du premier art gothique. Là aussi, ça mériterait une visite. Ça a été étudié récemment par ma collègue Roselyne Bussière, et vous aviez de superbes statues. Vous avez toujours des très beaux portails sculptés, bon malheureusement bûchés, mais des tympans superbes, et ça c'est une tête sculptée que vous aviez à l'exposition justement de Cluny et qui provient de la Collégiale de Mantes, pour vous montrer un peu la qualité de cette statuaire. Donc. Et puis il y a également d'autres parties qui sont prises dans cette deuxième moitié du XIIe siècle, avec un autre type d'architecture, ici par exemple un chevet avec 2 niveaux de fenestrage, que vous voyez là à l'Archant, qu'on retrouve également à Notre-Dame-de-Meaux ou dans d'autres églises de la région. Donc une grande effervescence qui continue au XIIIe siècle, mais alors sous une forme peut-être un petit peu plus, comment dire, c'est plus cadré peut-être. Disons que ça reprend des modèles qui ont été mis au point dans les grandes cathédrales gothiques, comme par exemple celle de Chartres ou plus tard celle d'Amiens. Vous avez en particulier des voûtes qui sont désormais quadripartites, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des alternances de piles faibles et de piles fortes, vous avez une travée qui est répétée autant de fois que vous voulez. Vous pouvez comme ça construire une église aussi longue que vous voulez. C'est comme des Legos, quoi. Vous superposez des travées qui se suivent. Et puis vous avez aussi des piliers qui là ont été un peu repris en partie au XVe, XVIe siècle, mais qui sont probablement des piles circulaires qui sont influencées par Notre-Dame de Paris. À partir des années 1230, 1240, un nouveau style se fait jour au sein de cette architecture gothique, c'est ce qu'on appelle le gothique rayonnant. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement à cause de ces grandes roses. Je vous ai mis ici celle du transept de Saint-Denis, qui est l'un des édifices qui inaugure un peu justement ce nouveau style. Alors un style beaucoup plus graphique, très beau également, et l'un des édifices évidemment les plus connus, caractéristique du rayonnant, c'est bien entendu la Sainte-Chapelle, que vous connaissez bien puisqu'il y a de nombreux concerts qui y sont organisés, mais un petit peu moins connu et pourtant alors vraiment magnifique, ceux qui n'y sont jamais allés, je vous recommande vraiment le voyage, c'est pas bien loin d'ici, la cathédrale de Meaux. Où le chœur et le transept ont été reconstruits dans la deuxième moitié du XIIIe siècle par un architecte qui s'appelle Gauthier de Varinfroy, qui était également actif en même temps à la cathédrale d'Évreux, donc il faisait les voyages. Les chanoines d'ailleurs n'aimaient pas trop qu'il aille souvent sur l'autre chantier. Et donc c'est un très bel exemple de gothique rayonnant, avec un mot, non pas de rose au transept, mais une grande fenêtre très vitrée. Et vous voyez justement ce que je vous disais à propos de ce style très graphique qui joue sur les lignes qui se continuent. Ici vous avez un système de fausses tribunes qui sert strictement à rien, mais qui est justement là pour le côté graphique. Et quand vous regardez le transept, c'est également très beau parce que vous avez un jeu qui vous mène en fait
d'un mur avec des arcatures aveugles finement ciselées. Et ensuite, vous avez un deuxième niveau, vous avez un jeu entre la galerie du triforium et la fenêtre extérieure. Et enfin, tout en haut, cette immense fenêtre qui répand la lumière. Et vous montez vraiment, en fait, c'est un symbole de l'élévation spirituelle. Vous montez vers la lumière. Et un autre édifice également très intéressant à ce titre, et d'ailleurs assez proche dans ses détails de la cathédrale de Meaux, c'est une église de pèlerinage qui s'appelle Saint-Sulpice de Favières, et qui est vraiment un petit bijou d'art rayonnant, avec en particulier un décor de vitraux, vraiment très très beau. Et enfin, toujours pour cet art donc du XIIIe siècle, du temps de Saint-Louis, vous avez également de magnifiques sculptures. Et je vous montre quelques détails là de l'église de Rampillon, Saint-Élive de Rampillon, qui est perdue mais alors, au fin fond de la Brie, dans la campagne, et qui possède, mais de façon tout à fait inattendue, un superbe portail sculpté en calcaire de Paris et par des sculpteurs, au moins, en tout cas pour le linteau, très certainement parisien, parce qu'il y a vraiment des échos avec la Sainte-Chapelle, et puis surtout la cathédrale de Bourges. Et vous voyez un rendu également vraiment très expressif. Alors c'est un petit peu abîmé, mais là c'est vraiment le cri très impressionnant. Et ici, les justes dans le sein d'Abraham, vous voyez beaucoup de douceur dans le rendu de ces âmes qui sont représentées comme des enfants. Et un petit peu plus tardivement, un autre exemple de cette belle sculpture d'Île-de-France, le portail de la Vierge de la cathédrale de Meaux, avec ce geste plein de douceur de la Vierge qui tend la main vers la mangeoire où repose son enfant. Et bien sûr, évidemment, toutes ces magnifiques sculptures de Vierge à l'enfant du XIVe siècle que l'on trouve dans les musées, mais aussi dans bon nombre des églises d'Île-de-France. Alors malheureusement pas toujours ouverte, mais justement quand on peut aller avec les Amis de Cluny, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a la clé, et il y a vraiment des choses extraordinaires. Et enfin, pour conclure cette petite balade à travers l'histoire de l'art en Île-de-France, les débuts du flamboyant, avec ici un détail de l'église de Crécy-la-Chapelle qui serait peut-être une des premières utilisations justement du style flamboyant en Île-de-France. Là, on est au début du XVe siècle, enfin peut-être, hein, la datation n'est pas tout à fait assurée. Donc c'est un style alors beaucoup plus complexe qui gagne en fait toute la région à partir du moment où on sort enfin des problèmes de la guerre de 100 ans. Et donc dans la deuxième moitié du XVe siècle, on commence à avoir une reprise économique, on reconstruit les églises, et vous avez de très beaux morceaux d'architecture. Ici un petit détail. L'église Saint-Aspect-de-Melun, également une très belle réalisation de l'architecte de la Tour Saint-Jacques, qui n'est pas bien loin d'ici. Jean de Félin, qui d'ailleurs a été poursuivi pour malversation. Et pauvre église, elle n'a pas de chance, elle a tout le temps des désordres parce que c'est construit sur un terrain qui descend vers la Seine, et il doit y avoir des problèmes de fondation, je pense, dès l'origine. Bon, mais quand même un bel édifice. Et je finis ce petit panorama en vous montrant, là on dérive un petit peu sur les terres des amis du musée des Couans, hein, l'église Saint-Axel. Là on est un peu, donc on est dans les années 1540, aux confins du gothique flamboyant et puis déjà de la Renaissance. Et pour terminer, je voulais juste vous parler, si on a encore un petit peu de temps, je sais quelle heure il est là. Bon, alors ça va, ouf, parce que je mène tout ça tambour battant pour qu'on puisse avoir notre métro après. Et donc, pour resituer un petit peu tout ça, dans le contexte, en fait, pourquoi est-ce qu'on a tant de si beaux monuments médiévaux en Île-de-France? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, c'est une région économiquement très riche au Moyen-Âge. Et il en reste encore des traces.
On a un certain nombre de fermes, de granges dîmières qui restent. Je vous montre ici notamment celle du Tremblay qui se trouve donc juste à côté de l'aéroport de Roissy. Et c'était une propriété de l'abbaye de Saint-Denis. J'ai pas mis de photo de l'intérieur, mais il y a également une superbe charpente à l'intérieur. Ici un autre exemple, cette fois-ci pour vous parler un petit peu des abbayes cisterciennes, parce que vous savez que les cisterciens ont beaucoup contribué à la mise en valeur des terroirs agricoles. Ils avaient également une activité industrielle, et ici donc c'est une abbaye cistercienne qui se trouve en Seine-et-Marne, pas très loin de Montereau, et qui a fait l'objet, enfin qui fait encore l'objet d'un programme d'études mené par François Blary, qui est professeur d'archéologie à l'université de Bruxelles. Et on a retrouvé notamment dans ce bâtiment, dans une autre pièce, un atelier métallurgique qui prouve l'activité justement des cisterciens, aussi bien donc pour l'agriculture que pour l'industrie en fait. Ici un autre exemple dépendant également de l'abbaye de Saint-Denis, c'est la ferme fortifiée de Grand Puy, en Seine-et-Marne, elle a conservé ses tourelles d'angle, remontant peut-être à l'époque de la guerre de Cent Ans, où justement les campagnes étaient fort troublées. Et puis on a visité ensemble, il n'y a pas bien longtemps, le Fort Cadasse, ou la Grange Odime, qui vous rappelle les foires de Champagne à la base de la fortune de Provins. Alors tout ceci s'inscrit évidemment dans un dynamisme économique qui touche notamment la ville de Paris et qu'on voit apparaître dans certains manuscrits comme celui de la ville de Saint-Denis qui a été offert au roi en 1317 et qui a la particularité de présenter en haut des scènes de la ville de Saint-Denis, mais en bas tout un tas de petites animations. En fait ça représente le grand pont et le petit pont, et on voit toute la vie parisienne extrêmement animée qui pouvait se dérouler justement sur ces ponts. Et puis dans les collections évidemment du musée de Cluny, vous avez d'innombrables témoignages de la production d'objets de luxe à Paris. Là j'en ai choisi un, mais vous en auriez, on pourrait en mettre bien d'autres. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on en perçoit aussi l'écho justement de cette activité de production. On en perçoit l'écho dans les textes, et je pense notamment au traité des louanges de Paris de Jean de Gendin, qui est un texte rhétorique écrit en 1323 par un grand universitaire parisien, et qui décrit la ville de Paris. Et entre autres, il décrit les halles des Champeaux. Et alors, je vous assure, c'est vraiment... alors c'est en latin, hein, mais sinon c'est le centre commercial tel qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez acheter de ci, de ça, c'est merveilleux. Il dit même, c'est tellement extraordinaire la variété de tout ce qu'on peut acheter, qu'une fois qu'on a fini de faire le tour, eh ben on recommence, parce qu'on ne peut pas s'en lasser. Alors, l'une des raisons justement qui stimule cette production, en particulier la production d'objets de luxe, c'est la présence de la cour évidemment à Paris, et non seulement à Paris, mais même en Île-de-France. Comme je vous le disais dans l'introduction, si on appelle l'Île-de-France France, c'est parce que c'était le cœur du domaine royal au temps des premiers Capétiens. Vous le voyez ici, donc en violet, hein, au tout début du XIe siècle. Et ensuite, on a donc un domaine royal qui vraiment se focalise autour de la région parisienne, en descendant quand même pas mal au sud, hein, puisqu'il y a aussi quand même Bourges. Mais donc on a ce cœur-là qui recouvre en grande partie l'Île-de-France. Et quand vous comparez par exemple avec les domaines sur lesquels, les possessions des Plantagenets à la fin du XIIe siècle, vous voyez que ce pauvre Philippe Auguste, il avait un domaine fort congru. La carte est anglaise, hein, donc tout de suite on voit... Mais c'était un domaine riche, bien administré, et qui lui a permis justement de conquérir une bonne partie des possessions du roi d'Angleterre, et en particulier la Normandie. Donc on a encore les traces dans le patrimoine monumental justement de cette
présence des premiers Capétiens en Île-de-France, et je pense notamment à la tour Guinette à Étampes, qui est un très curieux donjon à plan polylobé du XIIe siècle, ou bien, au temps de Philippe Auguste, justement, le château de Dourdan. Ensuite, à partir de Philippe Auguste et encore davantage de ses successeurs, on a une extension du domaine royal qui fait que, bon, on pourrait se dire que dorénavant, le roi de France va accorder peut-être moins d'importance à l'Île-de-France. Mais il n'en est rien parce que justement, c'est cette région qui reste au cœur de l'espace résidentiel du roi. On le voit par exemple ici sur cette carte qui vous montre les lieux où a résidé Saint-Louis. Bah, vous voyez tout de suite, hein, le gros ballon orange là, c'est donc la région parisienne. Donc Paris même, évidemment, capitale du roi, où Philippe le Bel et Enguerrand de Marigny construisent la grande salle du palais royal, mais pas seulement Paris. La cour est encore très itinérante pendant tout le Moyen-Âge, et en particulier on va chasser. On va chasser dans la forêt de Bière, qu'on appelle aujourd'hui la forêt de Fontainebleau. Et quand vous allez au château de Fontainebleau, on ne le remarque pas parce que vous avez une magnifique enveloppe Renaissance, mais ici, vous avez encore le donjon médiéval. Évidemment, le château de Vincennes et le parc de chasse à côté, et puis tout un tas d'autres résidences royales qui parsèment l'Île-de-France. Je pense notamment à Saint-Germain-en-Laye, par exemple. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Et un autre aspect, et c'est sur ça que je vais terminer, un autre aspect justement de cette présence royale au sein de l'Île-de-France, qui fait quand même sa spécificité, eh bien c'est tout ce qui touche à la sacralité. Alors évidemment, vous avez la nécropole royale de Saint-Denis, bien connue, mais vous avez également d'autres lieux. Alors je pense notamment à l'abbaye de Royaumont, qui est la plus célèbre des fondations de Saint-Louis, on le sait, alors malheureusement détruite après la Révolution, donc de l'église elle-même il reste peu de choses, par contre les bâtiments conventuels sont beaucoup mieux conservés, et on le sait un peu moins bien, mais il y avait également des tombeaux d'enfants royaux à Royaumont, et en particulier celui-ci, le tombeau de Jean de France, et celui exactement du même type, fabriqué à Limoges, de Jeanne de France. Ces deux tombeaux se trouvent aujourd'hui à Saint-Denis, mais ils proviennent de l'abbaye de Royaumont. Un autre exemple justement de ces grands sanctuaires d'Île-de-France, c'est l'abbaye, la priorale, pas l'abbaye, c'était des dominicaines, Saint-Louis de Poissy, qui est une fondation de Philippe le Bel en l'honneur de son grand-père vénéré, Saint-Louis. Malheureusement elle aussi détruite pour l'essentiel à la Révolution, mais dont on connaît l'élévation grâce notamment au dessin du fond Robert de Cotte, conservé aux estampes à la BNF. Là aussi on trouvait des sculptures de la famille royale, et c'est là-dessus que je vais arrêter mon PowerPoint. C'était un petit clin d'œil justement aux collections du musée de Cluny, puisque en 1990, le musée de Cluny a acheté une statue de Pierre d'Alençon, une statue provenant justement de Poissy, la statue de Pierre d'Alençon, et vous avez son pendant, la statue d'Isabelle de France, qui se trouve encore aujourd'hui à Poissy. Alors, plus dans l'abbaye évidemment, puisque je vous ai dit qu'elle a été plus dans la priorale, puisqu'elle a été détruite à la Révolution, mais ça a été déplacé dans l'autre grande église de Poissy, qui est la collégiale Notre-Dame. Et donc voilà, je vais m'arrêter ici pour achever ce petit circuit d'Île-de-France. On pourrait évoquer aussi d'autres lieux. Alors, je pense par exemple à l'abbaye de Joyenval, où c'est là qu'auraient été inventées les fleurs de lys, blason de la monarchie française. Donc beaucoup d'autres lieux concourent justement à l'identité de cette Île-de-France médiévale. La tour Jean sans peur, évidemment. Mais j'ai essayé de mettre pas trop de Paris et plus d'Île-de-France autour, voilà, pour vous donner envie de quitter un peu la capitale. Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, il y a 2 livres en préparation.
Déjà, je vais essayer d'éditer ma thèse. C'est un gros travail parce que j'ai beaucoup de choses à dire, comme vous vous en doutez, et donc il faut réduire ça à quelque chose de lisible. Donc, bon, j'y travaille. Et il y a également un ouvrage en préparation au sein du service patrimoine et inventaire d'Île-de-France, alors qui portera sur l'ensemble du patrimoine francilien. Et pas seulement sur le patrimoine médiéval, mais le gothique, il y aura une bonne part. Comptez sur moi pour ça. Et ça devrait sortir normalement fin 2020, début 2021. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'on est à temps pour les métros. Et puis bon, si vous avez des questions, je reste à votre disposition, évidemment. Est-ce que certaines personnes ont des questions pour la conférencière? Oui. Alors, moi j'ai une petite question d'ignorante. Alors merci beaucoup. Sur les cartes les plus anciennes, donc en latin, c'était marqué Francia, oui. Mais en dessous c'était Gallia Celtica. Donc, ah oui. Est-ce que pendant un moment, il y a bien eu deux France, c'est-à-dire la France de l'Île-de-France du domaine royal et la France en tant que pays? Alors, tout à fait. Alors, absolument. Effectivement, il y avait... alors, sur la première carte que je vous ai montrée, en effet, il y avait Gallia Celtica, bravo, vous avez le coup d'œil. En fait, on dit parfois que Gallia, c'était la Gaule, c'est-à-dire l'ensemble de la France, et Francia, la France, c'est-à-dire l'Île-de-France. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les deux mots peuvent être utilisés pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez trouver Gallia au sens d'Île-de-France, c'est assez rare mais ça existe, et vous pouvez trouver Francia au sens de ensemble du royaume. Les gens du Moyen-Âge eux-mêmes étaient tout à fait conscients que le mot avait plusieurs sens possibles. Et Jean de Saint-Victor, dont je vous ai parlé justement, à partir duquel j'ai fait une carte des provinces du royaume, lui, il faisait la distinction en disant Francia, c'est bon, la France en général, c'est la même chose que Gallia, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, à peu près. Et par contre, l'Île-de-France, il l'appelait Francia strictessimta, c'est-à-dire l'Île-de-France au sens restreint, la France, pardon, au sens restreint. Donc il y a certains auteurs qui éprouvaient le besoin de faire une distinction, mais d'autres en revanche qui utilisaient France absolument dans les deux sens. Des fois on ne sait même pas très bien en fait. Est-ce que c'est la France royaume? Est-ce que c'est la France région? C'est pas toujours clair. Et donc l'équivalence entre Gallia et la France, ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez tôt en fait dans la littérature médiévale. Et par exemple, quand on lit le livre du trésor de Brunetto Latini, qui est une grande encyclopédie du XIIIe siècle, on voit qu'il fait l'équivalence entre la France et la Gaule. Il dit la France qui était anciennement appelée Gaule. Il y a d'autres textes comme le Barthélemy Langlais, le De Proprietatibus Rerum, qui est une autre grande encyclopédie un petit peu plus ancienne des années 1230, qui lui fait une équivalence entre la France et la Gaule belgique. Mais la Gaule belgique, quand il la décrit, est beaucoup plus étendue en fait que celle de Jules César, et elle descend quasiment jusqu'à Narbonne. Donc en gros, voilà. Après, quand on lit les textes, c'est assez amusant parce que il y a de tout. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci beaucoup.